Bienvenue dans Node, le podcast dédié aux acteurs qui façonnent le Maroc sportif d'aujourd'hui et de demain. Bonjour. Le Détroit, c'est mythique. Entre deux continents, deux pays, et puis il y a beaucoup de courants. Je me suis dit, s'il y a des gens qui le font, je vais tenter. En fait, c'est de la discipline. Alors, je ne sais pas si je vais appeler ça passion ou grain de folie. En tout cas, ça a commencé par l'amour du sport. Je pense que l'eau libre, c'est le sentiment vraiment de liberté. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle eau libre. Je suis passionnée de l'océan et passionnée de mon pays. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? C'est là où on décide de lancer le mouvement, l'initiative Pink Wave, nager à contre-cancer. On a tous de l'extraordinaire en fait en nous. Après, il n'y a pas de recette miracle, c'est de la discipline, c'est du travail. Ouais, et croire en soi. Et croire en soi. Bonjour Nadia Benbahtan. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Node. Merci d'être parmi nous. Écoute, tout le plaisir est pour moi, Rita. Merci. Alors Nadia, tu es une femme inspirante pour moi et pour plein d'autres. Tu es une femme exceptionnelle. Tu as été la première femme marocaine amateur à traverser le détroit de Gibraltar à la nage. Tu nous inspires par ta force, ton engagement et ta passion dans le sport. Et aujourd'hui, on va en apprendre beaucoup sur ton parcours en tant que nageuse en eau libre, en tant que maman. Et aussi, on va parler de ta vision du sport au Maroc et des rôles modèles féminins. Alors, sans plus attendre, avant de se laisser porter par tes récits, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs. Oui. Écoute, d'abord, merci Rita pour les mots adorables et le témoignage. Écoute, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Et surtout venant de ta part, parce que l'eau libre, c'est quelque chose qu'on a en commun, et la découverte de l'océan et des événements dont on parlera certainement. Donc, vraiment ravie et merci pour ces mots qui me touchent profondément. Alors, moi, tu as dit, en fait, je crois, un peu de tout. Je suis une maman, d'abord. D'ailleurs, après la traversée du détroit de Gibraltar, ma fille, mon aînée Mia, elle aimait dire, vous savez, c'est la première maman. Parce que je lui disais, écoute, tu sais, première, pas première, solo, pas, voilà, c'est pas ça le plus important. Elle me dit, oui, non, mais bon, maman, moi, tu es la première maman à avoir traversé. Voilà. Donc, donc, je suis une maman de 2 jeunes filles. J'ai ma grande qui a maintenant 18 ans. Et la cadette qui a 16 ans. Ouais, je suis aussi, je travaille dans une entreprise qui est aussi une fierté pour moi parce que c'est une entreprise marocaine, africaine, qui a son siège ici et qui s'est développée un peu partout à l'international. Et j'ai eu ce privilège d'accompagner le développement de la marque depuis maintenant plus de 10 ans, bientôt 13 ans. Et puis alors je ne sais pas si je vais appeler ça passion ou grain de folie, ou je crois que c'est un peu de tout. En tout cas, ça a commencé un peu par l'amour du sport et clairement un penchant vers le challenge. Et puis ça a évolué vers une vraie passion, un besoin de sens, un engagement. Avec au milieu une rencontre magique qui a été la rencontre avec l'océan, avec un point de, je ne sais pas si c'était le point de départ ou le point d'orgue, la traversée du détroit. Magnifique. Voilà. Merci Nadia. En tout cas, très inspirant déjà. Merci. Alors justement, pour commencer, c'est une question qu'on aime bien poser à nos invités. 2015, c'était, je pense, une année symbolique dans ton parcours en tant que nageuse en eau libre. Qui était Nadia avant 2015 ? Alors avant 2015, j'étais un peu de ce que je disais, mais je pense différemment. Je crois que c'est la première fois que je partage ça, mais je crois que j'étais Nadia avec énormément de pression sur les 3 volets. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, je crois très tôt, d'être consciente que je ne pouvais pas être juste une épouse ou une maman, une mère de famille ou Nadia dans son contexte familial. Je ne pouvais pas être uniquement la jeune manager. Je suis un peu moins jeune maintenant, mais en tout cas quelqu'un avec des aspirations professionnelles et vraiment une volonté de construire quelque chose sur le plan professionnel. Et clairement pas quelqu'un dans le sport, parce que je veux dire, j'ai pas de carrière sportive, j'ai jamais été en club ni quoi que ce soit, j'ai toujours été amatrice, mais le sport a toujours compté énormément pour moi. Est-ce que tu nageais déjà à ce moment-là ? Alors je nageais, ça dépend ce qu'on appelle nager, c'est-à-dire que j'ai appris à nager très tard. Je me suis jamais entraînée dans un club. Je crois que j'ai dû m'entraîner ma tentative, ça a été 3 séances dans un club au Cheminot. Et après,
je crois que c'était écrit quelque part parce que je me suis rendu compte par hasard que quand je descendais dans l'eau et que j'enchaînais les longueurs, je me sentais bien en ressortant. Et je crois que dans le temps, ma plus longue distance, c'était 3 kilomètres. Donc je sortais et je me disais, ouais, j'avais l'impression d'avoir gravi l'Everest. Tu as rajouté un 0 par la suite, je pense. Voilà. Mais voilà, donc en fait, j'étais un peu de tout ça, mais je crois avec une approche qui était différente. Parce qu'en fait, j'ai tout commencé très jeune. J'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans. Sachant que j'ai commencé des boulots à l'âge de 15 ans. Donc, en fait, depuis l'âge de 15 ans, je travaille avec, je veux dire, mais pas genre une fois par semaine ou juste l'été. Voilà, je travaillais pendant plusieurs semaines. J'avais un boulot pendant l'année en parallèle avec les études. Ensuite, 21 ans, j'ai intégré, j'ai commencé chez Microsoft. Et là-bas, ça court vite. Donc, et le sport... J'ai toujours fait du sport et puis j'ai été maman, je me suis mariée très jeune aussi, le jour de mes 22 ans, j'ai été maman à 28 et en fait j'ai toujours voulu tout garder et en me disant il faut que j'arrive à prouver que je suis capable de gérer les trois parce que une femme on aime bien la mettre dans une case, la case de la maman en priorité ou de l'épouse ou la carrière professionnelle, enfin voilà, elle doit faire des choix et pour moi, c'était inconcevable. Et j'avais ce besoin de démontrer que je pouvais porter les trois de la même manière, avec le même... Et donc, c'était avec pas mal de pression. Et puis voilà, le sport, c'était franchement par challenge. Je crois qu'avant de nager, j'avais fait des semi-marathons, ensuite des marathons. Et un jour, je me suis dit, écoute, franchement, tu as toujours aimé nager, mais tu cours. Donc, il y a quelque chose peut-être à aller chercher. C'est ça. Et j'ai découvert l'eau libre. Et je me suis dit, je vais tenter ça. Et où est-ce que tu as découvert l'eau libre ? J'ai couru mon premier marathon en 2012. Et en franchissant la ligne d'arrivée, je me suis dit, OK pour les sports d'endurance, mais pas en course à pied. Bon, j'ai recouru un marathon après, mais je me suis dit... Mais ce sentiment de passer la ligne d'arrivée, c'est quand même exceptionnel. Ouais, c'est waouh. C'est là où ça m'a conforté. Tu as souffert, mais tu te dis, j'ai envie de le refaire. Franchement, j'ai kiffé le marathon. Et ça s'est super bien passé parce que j'avais une très bonne préparation grâce à... et je les salue, à l'ASL RAM. Et franchement, donc il n'y a pas de secret, bonne préparation. Ça, on en reparlera tout à l'heure aussi, mais ouais. Je suis arrivée, c'était top. Franchement, je me suis amusée. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas ajouter, en plus de la discipline, de tout ça, le plaisir d'être dans l'eau. Et donc, j'ai commencé à chercher. Pour moi, il n'y avait que soit les nageurs professionnels qui nageaient en eau libre et des distances de... Je crois que dans le temps, il y avait la coupe de l'Arche ou un truc comme ça, 3 km, des trucs comme ça, ou aux Jeux Olympiques. Et sinon, il y avait le triathlon. Moi, triathlon, c'est pas mon truc. J'ai fait une fois un triathlon en relais pour pouvoir nager les 1,5 km à Agadir, le premier triathlon organisé là-bas. Tu restais sur ton domaine. Voilà. Et j'ai commencé à chercher, et puis là, je vois, mais c'est pas, je vois la première longue distance que je vois, c'est le Tour de l'île de Manhattan. Et je vois 42 km, donc l'équivalent d'un marathon en course à pied. Ouais, sauf que c'est pas la même. Voilà, mais bon, et je vois les chronos des gens. Je vois 7h, 8h, 9h. Je me dis, il y a un bug. Et je regarde en fait l'équivalent d'un kilomètre en course à pied, c'est 4 km en natation. C'est ça. Donc je me dis, il y a un problème, quoi. C'est pas possible. Et en fait, pour te dire la naïveté, je ne comprenais pas les courants, ni je me disais, c'est pas possible. Comment ils font ? Et donc, je me suis dit, l'île de Manhattan, waouh, 42 km. Et je commence à chercher. Et là, je me rends compte effectivement qu'on peut nager de 1 à 170 ou voilà, autant que la folie ou l'imagination peut mener. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais y aller. Alors, Gibraltar, c'est venu... Alors, j'étais enceinte de ma deuxième fille. Quand quelqu'un autour d'un dîner il dit écoute, pourquoi pas le détroit de Gibraltar. Alors lui en plus il disait on va s'attacher une planche au pied, je sais pas quoi. Je me suis dit n'importe quoi et je cherche et je trouve qu'il y a vraiment des gens qui traversent le détroit. Exact. Et là, ça devient une obsession. Ouais. Mais à l'époque, tu allais être la première femme, en tout cas amatrice, à traverser le détroit. Ouais. Alors, j'ai failli être la première dans l'absolu, mais même si ça ne veut rien dire pour moi. Mais contraintes professionnelles ont fait que
J'ai pas pu le faire aux dates en fait parce qu'en fait il y a tu sais comment ça se passe, il y a liste d'attente pour pouvoir s'inscrire. En fait, il y a une association qui permet de faire cette. Donc c'est très contrôlé. Voilà, en fait. c'est très contrôlé. Okay. Oui, en termes de sécurité, non, il faut pas s'attacher à une planche et non, surtout pas. Donc, concrètement, il y a une association qui s'appelle l'ACNEG et qui organise en fait cette traversée et qui sont très bons, ils sont pros. Ils vous obtiennent les autorisations, ils prévoient tout ce qui est sécurité, etc. Et aujourd'hui, il y a une liste d'attente monstrueuse pour pouvoir faire le traversée. Oui, parce qu'en plus, si j'ai bien compris, il y a des fenêtres de temps. Exact, entre avril et octobre. C'est ça. Et malgré ça, j'ai déjà entendu des histoires où les gens se mettent sur la ligne de départ et ne peuvent pas démarrer, et il faut revenir. Bien sûr. Moi, par exemple, je suis arrivée un vendredi, moi j'ai eu de la chance, j'ai traversé le mardi d'après. Ça, tu as eu de la chance. Oui, j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivée, je me suis dit c'est impossible. Là, la mer était démontée, il pleuvait. Wow. Et en fait, tu attends et tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et donc concrètement, vous êtes combien ? Vous êtes 4, c'est ça ? Non, moi j'avais besoin de... Alors ça, c'est une particularité, c'est pas que j'aime pas être avec les gens, mais il y a certaines traversées où... alors intuitivement, le détroit de Gibraltar, je savais que j'avais besoin de le faire seule. D'accord. Parce que, pour plusieurs raisons. Parce que ma plus longue distance, c'était 14 km. Et d'ailleurs, je l'ai faite en 5h20, plus que le détroit, parce que c'était dans un lac en Italie. Donc, je savais ce que c'était la distance. Mais le détroit, c'est mythique. C'est-à-dire que entre deux continents, entre deux pays, et puis il y a beaucoup de courants, c'est la Méditerranée, et voilà. Et moi, intuitivement, je savais que... D'ailleurs, c'est pour ça que je ne pouvais pas le faire plus tôt, parce qu'on m'a appelé pour me dire, il y a un slot si tu veux, 2013. J'ai dit non. 2014, on m'a appelé, on m'a dit un slot avec un groupe qui s'est libéré. Est-ce que tu veux venir ? J'ai dit non, j'attends. Et tu attendais le bon moment ? Non, j'attendais d'avoir un slot pour moi. D'accord. Et encore une fois, c'est pas parce que je voulais pas partager. Aujourd'hui, je fais des choses en groupe, etc. Mais cette traversée-là, j'avais besoin de la faire seule. Et je me disais, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va se passer en fait. Est-ce que c'est parce que c'était la première fois que tu allais nager dans la mer ou l'océan ? Non, j'avais déjà fait. Non, pour me préparer. Moi, c'est comment en fait. Parce que mon histoire avec l'eau libre, c'est que j'ai vu l'île de Manhattan, j'ai vu plein de choses, mais je me suis dit, Nadia, soyons raisonnables, il faut démarrer quelque part, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, j'avais pris mon petit sac à dos et je m'étais inscrite à une course en Espagne, pas loin de Barcelone, un 6 km. Et là, c'était presque naïf de ma part, parce que j'arrive, et là, tu vois comment ça se passe quand il y a tous les nageurs qui arrivent, même à Dakhla, ils ont les t-shirts 30 km de je ne sais pas quoi, 5 km de je ne sais pas quoi et tout. Et moi, j'arrive et je regarde et on me dit « Ah, tu viens d'où ? Le Maroc. » Ah, ils n'avaient jamais vu de Marocaine dans... Voilà. Ah, sympa et tout. Ouais. Alors, toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Rien. Jusque-là. Ah, mais qu'est-ce que tu as nagé jusque-là ? Rien. Je nage en piscine. Et ils me disent, et tu viens faire 6 km. Je dis, ouais, j'allais pas me déplacer pour 1 kilomètre, quoi. C'est quand même un billet d'avion et un hôtel. Et puis 6, c'est déjà quand même pas mal pour une première en eau libre. Mais oui, et surtout que je ne nageais pas du tout en mer. J'avais jamais nagé en mer comme ça, d'un point à un autre. C'est-à-dire que même à Agadir, quand j'avais nagé, c'était le truc à l'australienne. On faisait un petit tour, on sortait et on revenait. Donc, tu vois, c'était la plage, quoi. Ouais. Et là, le deuxième grand gag, c'est que je découvre que j'ai le mal de mer en nageant. Ah oui, ça, et l'eau était flat, quoi. C'était incroyable. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as ressenti sans vous donner le détail, mais je crois que tout le monde pourra deviner. En sortant, le mal de mer. En sortant, on disait, voilà, here's the Moroccan who feeds the fish. Ah oui. Voilà, donc là, tu as été classée marocaine. Ah ouais, the Moroccan qui n'est who pas feeds faite pour the l'eau, fish. mais qui veut quand même. Voilà, et le truc, c'est que je me rappelle, il y avait le kayaker, parce qu'à un moment, comme je me suis sentie mal, c'était un événement collectif, donc il n'y avait pas un kayaker par personne, en plus 6 km. Mais comme j'ai été malade, ils m'ont envoyé un... Tu avais ton garde du corps avec toi. On me l'a envoyé pour qu'il reste à côté et pour qu'il puisse me sortir à un moment, parce qu'en plus, dans l'eau libre, je veux dire, avoir le mal de mer
pardon des détails, mais vomir en mer, c'est C'est pas pas comme C'est pas comme quand on court ou voilà, quand on fait un on se met sur trail. le ou- côté, c'est ça. voilà, c'est compliqué. Et donc on me colle quelqu'un et à un moment il me dit il faut que tu sortes. D'ailleurs on est toujours en contact. Et je lui dis non. Non. Et il me dit, et là, vous savez, quand les émotions sont très fortes, naturellement, on passe à la langue maternelle. Et je voyais que le mec, il me regardait comme ça. Là, je me suis rendu compte que je lui disais, je dis, Wallahi man khrouj. Je lui dis, Wallahi man khrouj. Je dis, non, Je suis ouais, là, ça y est, je termine. J'ai dit à mes filles que j'allais ramener la médaille. Magnifique. Je dis, Wallahi man khrouj. Magnifique. Et voilà, après, c'était génial parce que j'ai rencontré, c'était en 2013 et j'ai rencontré des gens avec qui je suis en contact depuis voilà, qui sont devenus des amis. Alors on se voit pas souvent, on se voit peut-être une fois tous les 5 ans. Mais ça reste les copains et les copines de. Ah mais oui, de la- et des gens, et j'ai découvert aussi en fait dans ce sport quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup de générosité, beaucoup de pudeur, beaucoup d'humilité. Et vraiment de la générosité. D'ailleurs, la course que j'ai faite après en Italie, qui est dans un coin magnifique, c'est une personne là-bas qui m'a embarquée. Et j'ai découvert aussi que la natation était franchement un sport qui était vraiment friendly et très inclusif, parce qu'une des personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps à ce moment-là en Espagne, c'était Antje, une Allemande qui était atteinte de sclérose en plaques, qui avait ça se voyait en fait parce qu'elle avait quelques séquelles et ça limitait sa capacité à marcher et tout, et qui me disait moi la natation m'a sauvée. C'est des gens, j'ai rencontré des gens formidables et très généreux, très 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 généreux. D'accord, très beau, très beau. Ouais. Donc ouais, on retient partage, engagement et aussi persévérance, puisque tu n'as jamais lâché le. Ah non, jamais mais, lâché le bout. d'ailleurs on en Et- rigole encore avec le kayakiste. Mais, Ouais. Et du coup, pour revenir au détroit de Gibraltar, est-ce que tu n'as pas eu peur de te lancer dans l'inconnu cette fois? Tu te dis, bon, là, c'est parti, il faut que j'arrive de l'autre côté. Il n'y a pas de retour en arrière? C'est ça. En fait, là, tu vois, je me suis mise en mode, le mode que j'active quand, en fait, at the end of the day, surtout, en fait, c'est de la discipline. Comme au boulot, je me dis, je veux aller là, j'ai un objectif, il faut que je fasse mon petit benchmark, que je comprenne un petit peu de quoi il s'agit, c'est quoi cet environnement. J'ai cherché un coach. Comment tu t'entraînais? Alors, comme je me connaissais un peu, je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'un symbole. Alors, je suis allée sur le Wikipédia de l'eau libre et j'ai fait Amstramgram et j'ai fait une première shortlist en sélectionnant quelques lettres de l'alphabet. Et après, je me suis dit, bon, allez, je vais chercher un Australien, quelqu'un en Australie où voilà, c'est plutôt des bons nageurs, c'est un bon symbole, voilà, la mer, etc. D'accord. Et finalement, j'ai pris comme coach le détenteur du record de la traversée de la Manche, Rien que ça. Trent Grimsey. Ouais, parce que je me suis dit, et en fait, pas parce qu'il était détenteur du record, ou parce qu'en plus, dans la préparation, à aucun moment je lui ai dit je veux battre un record ou je veux nager à 1 minute aux 100 mètres. Voilà. Alors, je suis très, très loin de ça. Moi, je suis dans la médiane. Et il lâche rien, en fait. Il lâche rien. Et c'est quelqu'un en plus de à la fois, c'est quelqu'un qui lâche pas et en même temps, c'est quelqu'un de très équilibré. C'est-à-dire que quand on a discuté, il me dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est l'objectif, c'est de te faire arriver le jour J, que tu prennes du plaisir à nager. C'est le plus important, Et, d'ailleurs. voilà, et en tenant compte du fait que tu as une vie à côté. Donc le délire de te dire, allez, tu te lèves, va nager 14 km et ensuite tu vas bosser ou tu prends une année sabbatique, non. En plus, mes enfants étaient elles étaient beaucoup plus jeunes, donc il y avait besoin quand même de faire les devoirs, voilà. D'où la discipline, en fait, quand on s'entraîne, que ce soit... La discipline, mais en étant aussi conscient de ce qu'on est capable de faire et de donner à un moment X. C'est-à-dire que je sais que, c'est tout bête, mais l'année du bac de ma fille, j'ai libéré mon agenda parce que je me suis dit, c'est une année. Je ne veux pas avoir à choisir entre des séances d'entraînement pour une compète et être présente pour ma fille le matin si elle a besoin de moi. Voilà. Et puis si je dois perdre 20 secondes ou 30 secondes ou peu importe en natation parce que je ne m'entraîne plus, je m'en fous. Mais en même temps, je veux pouvoir continuer à nager. Donc je vais faire ce que je peux en fonction du contexte. Et c'est pour ça que je disais, en fait, il y a eu un shift, c'est que
Le Gibraltar, en fait, franchement, d'abord, du coup, il m'a bien accompagnée. Et puis, comme on l'appelait la bête, je me suis dit, en fait, c'est quelqu'un qui lâche pas, donc je lâcherai pas non plus. Et pour moi, c'était même pas une option, quoi. Et pendant une année, j'avais, alors ça, je l'ai souvent dit, j'avais mon écran d'ordinateur, c'était le Détroit. Donc, à chaque fois que j'ouvrais, tous les jours, tous les matins, jours, tous les soirs. je voyais le Détroit. Et par contre, ça, c'est une amie qui m'a posé la question ce matin sur mon profil WhatsApp. Il y a écrit NEC plus Ultra 10, parce que cette année, c'était les 10 ans les 10 ans que j'avais fait la traversée. Exact. Et NEC plus Ultra, parce que c'était aussi mon mot de passe de tous les trucs. C'est plus mon mot de passe maintenant, donc n'essayez pas. Mais c'était NEC plus Ultra parce que dans la mythologie grecque, on disait que les colonnes d'Hercule, en fait, qui encadrent le détroit de Gibraltar, c'était la fin. Enfin, à partir de là, c'était la fin du monde. Il n'y avait plus rien au-delà, plus Ultra. Et donc voilà. Donc pour moi, c'était faire ce détroit, c'était le NEC plus Ultra, c'était mon NEC plus Ultra. Sauf que et vraiment, je disais voilà, je fais cette traversée et après voilà. Mais finalement, ça a été la première vague d'une série de vagues, puisque c'est ça. Et quand je suis sortie de l'eau, là, je me suis dit, ma fille, tu es pas bien parce que tu as dit que c'était cette traversée et après ça y est. Et en fait, non, j'ai découvert un monde. Maintenant, il y a prescription, je peux le dire. Tous les gens me disaient, ouais, alors tu t'accrochais, tu pensais à tes enfants, Je dis, ouais, bien sûr. Rien du tout. Tu pensais à quoi? Mais j'étais connectée à... Moi, l'image que j'aime bien donner, je leur dis, vous savez, c'est comme dans les films de science-fiction, quand vous avez le gars qui est en train de se recharger avec de l'énergie qui vient de partout, comme ça, de l'univers ou de va savoir. Moi, c'est comme ça, en fait, que c'est la connexion, la communion avec la nature, avec l'océan. Et c'est fort, l'océan. C'est très fort et je me ressource, mais complètement. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et surtout que alors c'est pas toujours le cas malheureusement, mais il y a des moments en fait quand on nage, je l'ai eu sur le détroit de Gibraltar, je l'ai eu à Bonifacio, je l'ai eu une fois à Dakhla, je l'ai eu à Agadir. C'est un moment de grâce parce que en fait entre se dire en fait là je veux chaque moment le ressentir. Alors au début moi quand on me disait oui l'instant présent, vivre le machin, le lâcher prise, tout ça je comprenais pas. Mais je suis plus quelqu'un de pragmatique que conceptuel. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand je suis dans l'eau et que je suis pleinement dans le moment présent, dans la connexion avec chaque goutte d'eau. C'est presque si tout le monde devrait essayer ça au moins une fois dans sa vie. Parce qu'en fait, dans le quotidien, on est pris par la routine, par plein de choses. Et le moment présent, il est très difficile à ressentir, mais bien sûr, à saisir. À ressentir. Alors que quand on est dans des situations comme ça, en pleine nature, on se sent tout petit, en fait, aussi. Petit. On est presque invité dans cet espace. Mais c'est ça, d'ailleurs, on le dit, et je l'ai fait avant, la veille de la traversée du détroit. J'ai dit à tout le monde, parce que c'était la première fois que j'embarquais ma famille avec moi, je leur ai dit cet après-midi, c'est pour moi et pour le détroit. Je me suis assise, et là, je regardais, je disais, voilà, comme une sorte de prière où je disais, voilà, demain, j'ai envie, si tu veux bien de moi, accueille-moi. Et c'est comme ça que je le ressens. Et c'est là où c'est important, en fait, oui, la peur est nécessaire, parce que si je n'avais pas un minimum peur, je ferais n'importe quoi, parce que je n'irais pas avec la bonne sécurité. Voilà. Mais une fois qu'on est dedans, ça y est. Une fois qu'on plonge, on se laisse porter. Ça y est, il faut se laisser porter. Et il faut aussi... c'est pour ça que la préparation est hyper importante. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans le bateau, il y a une photo où à un moment, il y a le gars qui me raconte « Tatati, on va faire ça, et tatati, on va faire pas ça. » Et moi, et là, je le regarde, je lui dis « Écoute, toi, tu t'occupes de ma sécurité, tu t'occupes des courants, moi, je nage. » Donc, et d'ailleurs, dans le détroit, à un moment, je nage, et je fais comme ça, et je vois un truc gris. Et je me dis « Oups !» Et sachant qu'il y a, en août, avant 2014, d'ailleurs, elle était venue à Dakhla, Sabrina Perron, une Italienne, avec une autre amie à elle. Elles ont tenté le détroit et ils les ont sortis au bout de 13 km parce qu'il y avait des requins marteaux. Et là, je dis, oups, gris. Après, je me dis, écoute, Nadia, toi, tu nages. Eux, c'est la sécurité. Donc, c'est leur job. C'est pas le tien. S'il y avait quelque chose, ils t'auraient sorti. Ils te l'auraient dit. Et là, je renage un peu. Et là, je sens en dessous de moi comme un tirant d'eau. Je sens... Tu m'as l'air très sereine quand même. Là, tu vois, je m'arrête et je me dis, bon, alors c'est quoi ça? Un courant soudain, c'est pas possible.
Je regarde le Zodiac. Ils bougent pas. Ils étaient peinards, donc je me suis dit, bon, ok, je continue. Ah ouais, ok. Et en fait, quand j'ai revu les photos et les vidéos après, c'était en fait des espèces de baleines pilotes, comme des gros dauphins en fait, qui venaient de loin. Il y en a un qui s'est détaché et qui est descendu, qui est passé sous le Zodiac. Il t'a fait un petit coucou. Et ça, je me dis, mais quel... Alors après, j'étais convaincue qu'à chaque fois que j'allais en mer et qu'il y avait un dauphin il venait pour moi. Voilà. Ok, bon après la natation en eau libre, c'est pas que des requins et des dauphins. Et de dauphins. On peut aussi nager en lac, on peut aussi. Donc, oui, pour ceux qui oui. savent pas, c'est quoi vraiment la natation en eau libre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la différence entre nager en piscine où tu t'entraînes, je pense, pas mal aussi, et la natation en eau libre. Pour toi, c'est quoi la différence et pourquoi tu préfères l'un à l'autre? En fait, l'eau libre, c'est dès que tu n'as pas de repère. La piscine, c'est délimité. Tu sais exactement combien. Enfin, même si dans certaines piscines, tu sais pas vraiment. Tu sais jamais. On te dit c'est 25, mais alors, il y en a 24. un qui te dit c'est 20, l'autre il te dit c'est 24. Bon, tu te dis allez, je vais mettre 22. Tu as des repères. Voilà, donc tu peux connaître ta vitesse, tu peux la mesurer. Tu n'as pas de courant, tu n'as rien. Longueur, tu as tous les repères qu'il faut en fait pour mesurer ta performance, tes coups de bras, tout ce que tu veux. L'eau libre, en fait, c'est là où tu n'as pas de repères. Donc ça peut être une rivière, un fleuve, un lac, la mer, l'océan, un détroit, pleine mer, tout là où vraiment tu n'as pas de repères. Et jusque-là, j'ai tout testé. La différence, c'est d'abord le sentiment vraiment de liberté. Je crois que c'est pas pour rien qu'on l'appelle eau libre. Parce qu'on est libre de ses... Parfois, c'est malgré soi, on peut faire du surplace ou tourner en rond, s'il y a des courants. Mais on peut aller vraiment là où on a envie d'aller, on peut explorer. Même en termes de mouvement, je pense qu'on est plus libre. Oui. En piscine, où c'est un peu plus... on fait pas de la on peut faire de la vitesse en eau libre, mais je pense que c'est même en fait la technique, elle est différente. Elle est complètement différente. Il y a la vague, il y a l'eau qui nous rentre dans les yeux, dans la bouche, dans les oreilles, le vent qui te fouette. En fait, je pense que l'eau libre, le mot clé, c'est la capacité à s'adapter en fait. Souvent, ça choque un peu les gens quand ils me disent « Ah, alors tu vas nager, tu vas arriver quand ?» Je leur dis « Je ne sais pas. » Ils disent « Non, mais tu vas démarrer à 8h, tu vas arriver quand ?» Je leur dis « Vraiment, je ne sais pas. » Donc, je peux donner une estimation, mais tu ne peux pas savoir de manière précise. Alors après, sur certaines courses où c'est bien balisé, où, tu as un tracé, presque là où les courants sont clairs, etc. On sait estimer de manière... D'ailleurs, c'est comme ça que dans les Jeux Olympiques ou X ou Y, ils savent quand même parce qu'ils ont... Mais il y a la notion de performance qui est très importante. Après, il y a l'expérience aussi qui joue, qui permet de dire, voilà... mais parfois, c'est vraiment du freestyle. Je veux dire, une fois en Espagne... On a démarré, ils nous ont dit c'est génial, la météo prévoit un temps magnifique, le temps est exceptionnel, on va vous faire passer par des espèces de grottes, machin, c'est génial. Tu parles, au bout de 500 mètres, c'était la machine à laver. Ils ont dû, chose qu'on ne peut pas faire en eau libre en principe. En eau libre, on n'a pas le droit de toucher le bateau ou de monter dans un bateau, sinon c'est fini. Là, ils ont été obligés d'envoyer tous les bateaux pour ramasser les nageurs qui étaient éparpillés un peu partout. Tellement c'était du grand n'importe quoi, le vent à la Donc moitié. Vous avez arrêté Non, on n'a pas arrêté, mais à la moitié du chemin, la moitié avait déjà abandonné. Moi, on m'a sorti à 11 km. Toi, tu leur as dit non, moi je ne sors pas, je reste. Oui, mais à 11 km, on m'a sorti parce que justement, tu parlais de la manière avec laquelle on nage. En piscine, tu n'as pas besoin en plus de faire d'efforts, par exemple, pour regarder où est le bord ou pour savoir où tu vas. Tu as la ligne d'eau, voilà. Déjà en eau libre, quelles que soient les conditions, tu es obligé de temps en temps respirer en face, cambrer un peu, te tenir un peu comme un chien sur un pour pouvoir regarder où tu vas. Alors quand tu as les vagues en plus et le vent, tes bras ne peuvent pas rouler de la même manière et ce jour-là, j'ai eu en fait un nerf qui s'est coincé parce que comme ça allait dans tous les sens et j'étais très fatiguée et j'arrivais plus à rouler le bras. Et donc là, j'ai un gars qui vient et il me dit je suis désolée, mais les conditions sont trop mauvaises, je peux pas rester là juste à te surveiller toi parce que de toute façon tu peux nager qu'avec un bras et là impossible. Je voyais la plage, il restait 1 kilomètre. Et il m'a dit, je suis désolée, mais je te sors. Nager en eau libre, c'est cette liberté et en même temps l'inconnu. L'inconnu, il faut... La découverte, s'adapter aussi beaucoup. S'adapter,
et donc ça t'apprend la patience, ça t'apprend l'humilité. Et ça a été une leçon parce que j'arrive et ma sœur, elle me dit, elle m'a vue, elle était avec moi, elle me dit, Nadia, on est arrivé, tu as dormi à peine 3 heures, tu es fatiguée, laisse tomber celle-là et fais la course d'après. Non, je me suis inscrite aux 12 km, aux 6 km, aux 3 km, je vais faire les 3. Finalement, je n'ai rien fait. Enfin, j'ai fait 11 km sur les 12 et les autres, je ne pouvais plus nager. Ouais. Et c'est là aussi, je me dis, parfois, il faut avoir l'humilité de dire... il faut se connaître aussi, se dire j'arrête si je suis blessée, si je suis fatiguée. J'y vais pas, j'attends. De toute façon, l'océan sera toujours plus fort. Exact. Alors, tu nous as parlé d'Espagne, d'Italie, du Détroit. Est-ce qu'au Maroc, tu as participé à des courses? On va parler après d'un très beau challenge. Ouais. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des endroits que tu as découverts au Maroc grâce à la nage en eau libre? Oui, la première fois que j'ai mis les pieds à Dakhla, c'était grâce au Morro Costume Trek. D'ailleurs, coucou Edith. D'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés, je peux l'avouer. Voilà. C'est là où on s'est rencontrés. Donc, Edith Molina, qui est la fondatrice du Morro Costume Trek. Et en fait, en 2015, je vois sur Facebook un événement d'eau libre qui se prépare à Dakhla. Et donc, je lui envoie un message sur Facebook et je lui dis, voilà, je suis passionnée de l'océan et passionnée de mon pays. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et je dis, voilà, j'ai assisté à quelques événements à l'étranger, donc je peux te donner un petit peu ce que j'ai vu, en parler autour de moi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que je suis devenue marraine, ambassadrice de l'événement depuis 2015. Moi, je ne suis pas fan des événements organisés parce que sur le départ, il y a plein de monde et surtout que plus les distances sont courtes et plus il y a de monde. Et puis, c'est aussi cet esprit de compétition, parce qu'on peut atteindre un certain chrono, les classements, etc. Mais bon, même si ça, à la limite, mais je pense que le Morro Costume Trek, il a quand même une énergie qui est le Morro Costume Trek, ça n'a rien à voir. D'abord, en fait, moi, je leur dis, on a l'impression d'être une grande colonie de vacances ou de scouts pour adultes. Exact. Le Morro Costume Trek, en fait, nous plonge dans un univers pendant une semaine. On est vraiment hors du temps, hors de tout. C'est uniquement la passion de l'eau libre, c'est la passion de la nature parce qu'on est dans dans la lagune qui est juste sublime avec les dunes et la mer, les flamants roses. Et la camaraderie, on vit vraiment quelque chose. C'est pas en fait juste arriver, prendre son dossard et nager et partir. On partage quelque chose pendant plusieurs jours. Et il y a toujours des rencontres juste sublimes. Et on rigole, on se charrie, on s'entraide. Mes 2 plus beaux souvenirs aussi sur la dernière étape, c'est la première fois que j'ai nagé avec une jeune Kienne, la plus jeune nageuse de 16 ans. C'est l'édition où j'ai Kienne Almeida, qui a 16 ans, qui a fait les 30 bornes. Ouais. Voilà. Et les derniers 5 km, je les ai nagés avec elle. Et l'année dernière, j'ai nagé avec la fille de Kamal Nasrallah. Magnifique. J'étais venue pour faire les 5 km et puis là, je voyais qu'il partait avec tous les gamins. Je lui ai dit, allez, toi, tu viens avec moi. On a fait 2,5 km et c'était juste magique parce que j'ai vu Maria se transformer en fait au début, elle avait peur, elle avait froid, machin. Et à la fin, je crois qu'on lui aurait dit, tu nages encore 2 km de plus, elle l'aurait fait. Elle a trouvé son rythme, elle a trouvé du plaisir, c'était juste génial à voir. Et je pense que c'est aussi l'énergie de l'événement qui fait ça, c'est cette émulation de groupe, c'est cette... Mais oui, tu sais, à la fin... dynamique comme tu as dit, les gens sont là pour partager un moment ensemble, on n'est pas forcément dans la compétition. Exact. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas le Morro Costume Trek, c'est 30 km divisé en 4 jours, donc 4 étapes. Et en fait, chaque jour, on augmente un peu le kilométrage. Donc on fait 6 km et demi, 8 km et demi, 10 km, puis 5 km. Mais en réalité, on fait toujours un peu plus, comme tu as dit surtout les 8 km et demi. Les 8 km et demi, tu ne sais pas pourquoi tu démarres, c'est bien. Et après, quand tu fais le petit virage, soudain, les 3 km deviennent 6. Exactement. Mais ce qui est génial, c'est que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va t'attendre à l'arrivée. Bon, à la fin, tout le monde attend tout le monde. Mais même sur les autres étapes, il y a toujours quelqu'un qui va t'attendre. Alors, tu parlais aussi de nager dans des conditions, donc quand les conditions ont changé, un peu difficiles et tout ça. Je pense que la traversée Tarazout-Agadir a été quand même une traversée. Un peu nous parler un peu de ce projet. C'est un très beau projet, c'est un projet engagé.
En fait, Tarazout-Agadir, c'est la traversée que j'ai faite pour ma tante, à la mémoire d'une tante qui est décédée, Allah yarhamha, du cancer. Et en fait, quand elle est décédée, j'étais à Tarazout. Elle est décédée au Canada, Allah yarhamha, donc je n'avais pas pu lui dire au revoir, ni assister à son enterrement, ni quoi que ce soit. Et en fait, comme je disais, après le détroit, l'océan, c'est devenu un peu un peu tout. Et là où je me ressource, je suis allée me poser et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en fait pour lui dire au revoir et rendre hommage à cette dame qui était très particulière et qui m'avait surtout, qui m'a fait un cadeau magnifique. Juste avant son décès, je lui ai parlé, elle était hospitalisée et bien sûr, on a tendance à dire aux gens dans ces situations, mais non, accroche-toi, ça va aller, etc. Mais elle savait, elle me disait non, écoute, je suis juste en train d'attendre ta tante qui est dans l'avion et quand elle va arriver, je vais partir tranquillement. Mais sans aucun regret parce que deux choses, j'ai eu beaucoup d'amour et j'ai toujours fait ce que je voulais. Et voilà, ça c'est mes deux recommandations. C'est cultive l'amour autour de toi et ta passion, ne laisse jamais personne te dire d'arrêter ou quoi que ce soit. Et c'est un très beau cadeau qu'elle m'a fait. Et donc, j'avais décidé en 2018 de nager de Tarazout à Agadir, sachant que je n'avais aucune idée de ce que ça faisait, ni en distance, ni à quoi ça ressemblait, ni quoi que ce soit. J'avais déjà fait ça plusieurs fois en voiture, mais c'est tout. Grâce à des collègues formidables, parce qu'une de mes collègues, elle connaissait cette histoire et en 2022, elle vient me voir, elle me dit, écoute, ça y est, fini les bêtises, il faut le faire. Et pour mon anniversaire, ils m'ont offert un billet d'avion pour Tarazout et 2 nuits à l'hôtel et ils me disent, voilà, maintenant tu y vas. On t'offre ça, mais à condition que tu nages. Donc, d'abord, j'étais bouleversée parce que ça m'a beaucoup touchée. Et c'était... elle avait raison, il faut cultiver l'amour autour de soi. Et après, c'est resté comme ça. Et février, juin, je me dis, allez, il faut se bouger quand même. Et là, quand je commence à regarder un peu, je leur dis, cette histoire, c'est sympa, mais c'est un peu plus compliqué qu'un billet d'avion et 2 jours. Il faut un bateau, il faut machin. Et donc, je commence à en parler autour de moi. Et là, ça a été génial parce qu'il y a eu tout un mouvement qui s'est créé. Mon agence partenaire, dont les fondateurs et gérants sont aussi des amis, je discute avec eux pour prendre leur avis. Ils me disent, écoute... donc Maria Aït Mohamed et Mehdi Morjani me disent écoute, pourquoi c'est bien de le faire à la mémoire de ta tante, mais faisant aussi quelque chose d'utile. Et donc c'est là où on décide de lancer le mouvement, l'initiative Pink Wave, nager contre cancer. Et là, tout s'est mis en place. La Fédération royale de sauvetage qui me disent on s'occupe de tout, des autorisations, parce que je veux dire, on ne peut pas juste venir et décider de nager d'un point à un autre. Et donc là, oui, c'est un projet que finalement tu t'es dit. Mais franchement, il y avait du monde. Ma sœur qui était là au pilotage, Marie-Pierre. Ouais. Qui, quand je l'appelle et un jour et je lui dis voilà ce que je fais, elle me dit écoute, qu'est-ce que tu veux que je vienne faire ? Je fais ce que tu veux. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, tu vas t'occuper des ravitaux et en plus, c'est une distance que j'ai jamais faite. Et donc, toi, tu sauras si tu vois que je vais pas bien. Renata, elle vient pour les photos. Jouge Média viennent pour capturer des voilà. Et franchement, tout se met en place. C'est beau, tout le monde t'a soutenu en fait pour le projet. Mais il a fallu 30 secondes en fait pour convaincre les gens. Et la clé, vraiment, c'était aussi la sécurité. Et je remercie Ali Herbel qui était dans le temps le président de la fédération parce qu'il s'est occupé, parce que les autorisations, il faut parler à tout le monde, quoi. La wilaya, la préfecture, le Bécha, le machin. Il a tout géré. Je crois qu'il y avait même la marine royale, et tu t'es fait accompagner du coup par un Zodiac derrière. Il y avait un Zodiac, un jet ski et un bateau. Plus la marine parce qu'en fait qui protégeait un peu le... Ouais, parce qu'on s'en rend pas compte en fait, mais quand on est à la plage on voit pas, mais il peut y avoir des pêcheurs, il peut y avoir d'autres bateaux en circulation, etc. Et donc tu as commencé à Tarazout. J'ai commencé à Tarazout, ouais. Et tu as terminé à Agadir. En fait, c'était combien finalement au total de kilomètres? Alors c'était presque 25 kilomètres, 7 heures, presque 7 heures de nage.
Et en fait, d'ailleurs, c'était tout un débat parce qu'on était là jusqu'à la veille, 9h et quelques. Je ne savais pas si j'allais commencer à Tarazout ou à Agadir. Parce que je choisissais en fait soit le courant ou le vent. D'accord. Et bon, finalement, j'ai eu les deux. Mais à un moment, je leur dis, les deux, il y aura de la complexité à un moment ou à un autre. Donc, j'ai choisi en fait de commencer à Tarazout et de finir à Agadir parce que je me suis dit, j'ai envie d'arriver sur une plage. Et je voulais en plus arriver, j'avais contacté Brahim Idouche. Magnifique. Ouais. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je ne te connais pas, mais j'aime ce que tu représentes et je serais hyper honorée si je pouvais arriver sur ton camp de surf. Très beau. Et il me dit, oui, of course. Ouais, alors lui, il est cool. Ouais, donc lui, il n'était pas là-bas, mais il m'a dit, je crois que c'est son cousin ou je ne sais pas qui gère. Sur place. Et je me suis dit, symboliquement, j'ai envie d'arriver en fait dans un endroit où il y a quelqu'un qui signe. Enfin, les symboles sont très importants pour moi. Ouais. Et finalement, c'était génial parce que je ne m'y attendais pas. Je suis arrivée à la plage, il y avait plein de monde. Mais surtout, alors, dans la préparation, tout était parfait. Et là, je chope le Covid. Juste avant de traverser. Mince. Juste avant, je chope le Covid. Donc, j'appelle tout le monde, je leur dis, on arrête. J'attends de voir. On est à combien de temps, là, de... 20 jours. Ouais, et c'est limite. Ouais. Donc, en fait, c'était... Pendant 3 jours, je dis, bon, c'est rien. J'ignore. Au bout de 3 jours, la fièvre, les machins, je me dis, ouais, allez, je vais prendre la Zix. En 3 jours, je serai remise. Je chope une sinusite dans la foulée et j'ai des douleurs dans le dos. Et voilà, donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, je me dis, écoute, c'est pas ta traversée. Donc, je rappelle tout le monde, je dis, je vais y aller. J'appelle Marie-Pierre. Je lui dis, écoute, je vais commencer. Si jamais je peux pas finir, c'est toi qui vas finir. Et l'essentiel, c'est que cette traversée soit faite. Exactement. C'est que cette traversée soit faite. Je la fasse moi-même ou voilà, on s'en fout. C'est Pink Wave. Finalement, c'est ça. Et si c'est toi qui finis, c'est toi qui finis. C'est Génial. pas... Voilà. Et finalement, je l'ai faite entièrement. Mais ce qui était drôle, c'est que j'arrive et juste avant le départ, il y a un médecin donc, de la fédération, tchèque normal, qui vient et qui me pose des questions, prend la tension et tout ça, et qui me pose des questions. Il me dit, bien sûr, vous n'avez pas le Covid. Je lui dis, non, là, j'ai pas le Covid. Il me dit, enfin, j'en savais rien parce que je n'avais même pas fait de test. Il me dit, mais vous avez eu le Covid? Je lui dis, oui. Il me dit, bien sûr, avant 3 mois. Je lui dis, docteur, Maran Jaoups, je ne veux pas répondre parce que si je réponds, on va avoir un problème. Donc, je ne vais pas répondre. Mais je veux faire ma course. Et donc là, il a été smart. Il me dit, et je crois qu'il a compris. Et j'y suis allée. Et on a eu 9 kilomètres hyper compliqués. Courant, le courant et le vent de face. Je voyais Marie-Pierre et tout le monde qui était dans le Zodiac, qui était un peu... voilà. Et donc, moi, pour les rassurer... En plus, eux, ils s'inquiétaient parce qu'ils savaient que j'avais le Covid juste avant. Comme ils s'inquiétaient, je me suis improvisée humoriste, donc je faisais des blagues à chaque ravito, mais des blagues évidemment pourries. Ils faisaient semblant de rire, ils ont été sympas. Et ce qui était génial quand même, c'est comme j'avais Marie... C'est ça qui est important en fait, c'est l'organisation. Et c'est vrai qu'on me dit, ouais, c'est un sport solitaire, oui et non. Non, mais on a besoin quand même d'un entourage, on a besoin pour la préparation, pour le jour J aussi, comme tu dis, le soutien. Et Marie-Pierre, et c'était génial parce qu'elle savait exactement ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire à chaque moment. Elle connaît les ravitaux et en plus, elle est hyper disciplinée. Donc, à un moment, je lui dis, tu sais, Marie-Pierre, il y a un truc que j'ai appris dans mes traversées, c'est quand je me sens pas bien, quand je vois le drapeau marocain, ça me fait du bien. Et elle savait, tu sais, à un moment, elle regardait, et puis je vois Marie-Pierre qui me sort le drapeau marocain. C'est un beau soutien, Ouais. Et, belle énergie qu'elle... Exact. Et à un moment, vers la fin, je sentais que j'avais une petite baisse de régime, et je lui dis, Marie-Pierre, elle me dit, tu veux que je descende? Je lui dis, ouais, descends. Et là, elle m'aide sur 2 kilomètres à... On nage ensemble. Et au bout de 2 kilomètres, il y a eu 2 choses. Il y a eu un banc de mulets qui sont venus... Encore des poissons qui sont venus me dire bonjour. Et là, ça y est, je me dis, ça, c'est pour moi. Ils sont venus me donner un petit coup de boost. Ouais. Et pendant toute la traversée, il n'y avait pas de soleil. Il y a un petit rayon de soleil. En plus, j'avais nagé sans combi. Donc, je commençais à avoir froid. Il y a un petit rayon de soleil. Ça te réchauffe un peu les épaules. Et là, ça y est. Le second souffle était là. Et je crois que j'ai jamais aussi bien nagé de ma vie, vraiment. Ah ouais, d'accord. Ah ouais.
J'ai eu et puis il y avait eu beaucoup d'émotions parce que je me disais, là pour le coup, je me disais, il y a ma Tu as tante pensé qui à elle. Ouais. J'ai pensé à elle. Il y avait aussi j'ai oublié de la citer, mais la Tefa Sherif de l'association Les Amis du Bien Ruban sûr. Rose, parce que c'est avec elle que j'ai fait cette traversée. Avant de partir, elle me dit, écoute, il y a une telle qui sont en soins intensifs, qui te disent merci, qui te disent bon courage. Et donc, tu repenses à tout ça et tu te dis, non, mais en fait, on s'en fout de moi. On s'en fout de... En fait, tu l'as fait pour j'ai elle, c'est ça. Voilà. Tu l'as fait pour elle. Voilà. Magnifique. Bah, très, 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 très inspirant. Merci. Ça donne J'ai beaucoup envie. chialé. Il y avait ma sœur qui m'attendait, mon Dieu. Bref. Ça donne envie. Mais en tout cas, ouais. tu t'es pas arrêté là, parce que du coup, la longue distance, l'année d'après, tu as réenchaîné Ouais, parce que, à Dakhla. écoute, c'est là où, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que les choses évoluent et on évolue avec. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai. Franchement, je nageais 10, je me dis j'ai envie de nager 15. Je nageais 15, je me dis j'ai envie de nager. Maintenant, franchement, ce qui m'importe, c'est de clairement prendre du plaisir. Et puis, toutes les nages, tout ce que je fais doit être engagé. Les différentes expériences et ce que je suis, j'ai envie de dire, sur Terre et mes sensibilités m'ont fait arriver à un point, c'est que j'ai envie en fait que le sport et l'eau libre, je l'utilise en fait comme un levier d'engagement pour les causes qui me tiennent à cœur. Donc il y en a une, c'est l'inclusion. Donc je suis avec Aziza Gennoun, je suis dans le board de sa fondation Nabda Foundation, puisque elle, c'est l'insertion des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ou en situation de handicap par le sport, l'emploi et la culture. Exact. Il y a l'environnement, donc je suis avec Mehdi Alaoui Mdril dans Planète Citoyenne, où il y a un grand volet, donc moi ça va être vraiment contribuer sur tout ce qui est lié à l'océan. Donc Planète Citoyenne est partenaire du Forum de la mer, et on a d'autres projets en fait qui sont en préparation. Et puis il y a le pays. Il y a l'engagement pour le pays. Le sport, c'est aussi pour moi une manière de manifester mon attachement. Et donc l'année dernière, avec Dino Septi et Sébastien de Flandre, Sébastien a eu cette superbe idée de nager dans la baie de Dakhla pour le 6 novembre, pour la marche verte. Exact. Donc on a fait la nage verte. Et cette année, il a dit... Voilà, il y a un nouveau projet. Cours. On s'est dit, au lieu de 25, ça sera 4 fois 25 ou 5 fois 20. Ça sera engagé, là, pour le coup. Ce sera le tour de la lagune, toujours pour la marche verte, mais avec la dimension écologique. Encore l'année dernière, on avait fait symboliquement partenariat avec une association qui a fait le nettoyage de la plage là où on est arrivé. Cette année, on a envie de faire ça sur tout le long du parcours, mais aussi, si on arrive à avoir des partenaires, ajouter une dimension scientifique, parce qu'il y a eu des études en fait, qui ont été faites dans la baie de Dakhla avec des mesures d'eau, acoustique, tout ce qu'il faut, et qui montrent clairement que le développement qui est très bien pour la région, malheureusement, apporte aussi un impact négatif pour la faune locale. Donc l'idée, c'est de continuer en fait cette étude et aussi de peut-être faire du transfert de compétences localement pour voir comment est-ce que on peut faire de la pêche qui est éco-friendly. Comment déjà rien que avoir des relais qui vont continuer à observer en fait l'évolution des cétacés, etc. pour remonter les problèmes qu'il peut y avoir. Magnifique. Donc finalement, de la traversée du détroit de Gibraltar, tu te retrouves à mettre en place des projets pour la préservation de l'océan. C'est très beau. Ouais, écoute, c'est pour ça que je dis, en fait, moi, ça a commencé par du sport et du challenge. Il y a eu la rencontre avec l'océan, cette passion. Et aujourd'hui, en fait, c'est de l'engagement. Parce que, franchement, pour moi, ça a été un vrai privilège d'avoir pu réaliser ça. Maintenant, j'ai besoin de donner du sens à tout ça. Voilà, et que ça serve à quelque chose. Magnifique. Alors, pour clôturer cet épisode, comment tu vois évoluer la natation en eau libre au Maroc ? Est-ce qu'il y a des endroits où tu aimerais pouvoir aller nager et donc qu'il y ait des courses organisées là-bas, ou comment tu verrais la chose évoluer? Franchement, l'eau libre, je pense que c'est vrai qu'on n'est pas forcément un peuple de nageurs, même si on a des milliers de kilomètres. Et je pense que le Morocco Swim Trek
à contribuer à ce qu'il y ait une communauté de nageurs qui naissent. Je crois que la première édition, on devait être peut-être même pas une dizaine de Marocains. Aujourd'hui, c'est la moitié en fait, des participants. C'est des personnes qui viennent du Maroc et c'est formidable. Exact. Il y a des groupes qui commencent à se constituer dans des clubs où il y a de belles piscines. J'ai envie de dire, je crois qu'il faut juste que chaque personne qui nage en eau libre puisse amener avec elle une, deux personnes. Et voilà, il faut en parler autour de soi, communiquer aussi sur le b.a.-ba de la sécurité. Aujourd'hui, il y a des bouées qui s'achètent, il y a des règles de base, c'est-à-dire que je vais aller nager à la plage. Je préviens avant de partir, je nage le long. Ne jamais nager seul en mer. Avoir la bouée, nager le long de la plage, un bonnet fluorescent. Donc ceux qui ont honte de porter des couleurs, là c'est le moment, mais qui en rêvent, c'est le moment de s'éclater. Et voilà, et y aller. Et je pense que dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un événement dans le Nord, en Méditerranée. Et moi, mon rêve, d'ailleurs, cette année, c'est aussi c'est d'emmener des plus jeunes. Et cette année, je vais emmener déjà mon petit-neveu et un copain à lui, à Dakhla, pour faire 5 kilomètres ensemble. Et après, c'est vrai que la natation, c'est un peu plus compliqué. Et l'eau libre peut paraître plus compliqué parce que c'est pas comme la course à pied, on peut pas s'entraîner des baskets et sortir courir 4 fois par semaine. En mer, il y a des mois où on peut ne pas nager en mer, mais maintenant il y a des possibilités, il y a des baies entre Casa et Rabat. Exact. Il y a les gens baie peuvent où s'entraîner. les gens peuvent. Ça demande un peu plus d'organisation, c'est vrai. Mais c'est ça en vaut faisable. la peine. C'est faisable et ça en vaut largement la peine. Des sports que je connais, c'est celui qui me procure, j'ai envie de dire, le plus de satisfaction au-delà de physique. C'est vraiment spirituel. Merci. Merci Nadia. En tout cas, je peux dire que tu es une intrépide ou une ouara. Juste un petit dernier mot par rapport à cet ouvrage. Donc, tu es considérée parmi les ouarat, les intrépides marocaines. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot rapidement ? Oui, alors ça, c'est un des engagements que j'ai oublié de citer, mais le soutien des femmes et des jeunes, mais des jeunes femmes en particulier. Donc, je suis membre de Mentorel depuis sa création avec Zineb Beyz, la présidente. Et puis, un jour, elle lisait une histoire à sa fille, et je crois qu'elle lisait l'histoire sur la première femme qui a traversé la Manche, ou une femme qui a traversé la Manche, et sa fille, elle lui dit ou elle lui dit, lis-moi l'histoire de cette dame, etc. Elle lui dit, mais tiens, on a une Marocaine qui fait quelque chose de similaire. Exact. Et là, elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire un livre où on parle d'exemples de femmes marocaines au lieu de raconter juste des... Voilà. Et je lui dis, écoute, génial. Moi, je suis méga partante et je trouve que l'idée est top. Aujourd'hui, il y a des femmes formidables. Il y a Allah yarhamha Aïcha Chenna, il y a Leïla Alaoui, la photographe, Allah yarhamha. Il y a Raja Ashraqawi, que je ne connaissais pas, une physicienne qui a juste un parcours incroyable et qui raconte très bien, en plus, quand on l'entend, son parcours. Il y a Bouchra Beibanou. Exact. Voilà. Très belles histoires et inspirantes de femmes marocaines. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Exact. On en a déjà autour de nous. Et surtout, on se rend compte, en fait, que franchement, on a tous de l'extraordinaire, en fait, en nous. Il faut juste aller chercher son propre... et il ne faut pas avoir peur, parce que parfois, soit on se dit « j'en suis pas capable », soit parfois c'est un peu le chouma, un peu de pudeur. Oui, non, mais c'est comme si c'était de la... Il ne faut pas avoir peur extraordinaire ne veut pas dire, je ne sais pas moi, aller sur la planète ou machin. C'est tout simplement sortir de son ordinaire à soi. Et quand on lit Les Intrépides, on se rend compte que c'est vraiment dans tous les domaines. Exact. Et c'est à chaque fois juste des femmes qui ont rêvé de quelque chose. Et qui l'ont fait. Voilà. Et qui l'ont fait. Et on est toutes finalement des héros des héroïnes pour quelqu'un. Oui, et déjà pour soi-même. Pour soi-même. Se dire exact. Si, voilà, moi, mon extraordinaire, c'est demain, moi, si je fais rien, que je vais faire le Topral, je vais me dire, waouh, je suis la championne du monde. Voilà, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Ouais. Donc voilà, donc il faut juste... Et franchement, il n'y a pas de secret. Il y a ni alors une femme m'avait dit une fois, j'avais trouvé ça trop mignon,
C'était première intervention, je me rappelle, à Barcelone, quand je raconte mon parcours et tout. Et à la fin, elle vient me voir, elle me dit, quand j'ai entendu parler de toi, elle me dit, je pensais que j'allais voir une femme qui faisait 3 mètres. Et je lui dis, alors déjà, 3 mètres, c'est pas possible. 3 mètres, ça n'existe pas. Mais c'est-à-dire, dans sa tête, je lui dis, non, en fait, tu sais, moi, j'y suis allée de manière un peu naïve. Je me suis dit, s'il y a des gens qui le font, je vais tenter. Et puis, après, il n'y a pas de recette miracle, c'est de la discipline, c'est du travail. Et croire en soi. Et croire en soi. Voilà. Sur ces mots, merci beaucoup Nadia. Merci à toi. Merci d'avoir partagé toutes ces petites histoires et grands exploits. Merci. On est ravis vraiment d'avoir pu t'avoir parmi nous. Écoute, merci à toi et bonne continuation pour Nod. Et voilà. Merci beaucoup. Je vais y penser souvent parce que le matin, ça commence par ça. Nod et après on réalise. Exactement. Voilà. Merci Nadia. Merci beaucoup. Toi.